Jusqu'où la violence dans les Antilles va-t-elle aller? En Guadeloupe, le couvre-feu est prolongé après une 5e nuit de colère. Et il y a 2 jours, la contestation a gagné la Martinique où une enquête a été ouverte. Des policiers ont été visés par des tirs à balles réelles. Nous irons en Turquie où de nombreux migrants cherchent par tous les moyens à rejoindre l'Europe. Reportage à suivre de nos correspondants à Istanbul. Ils ont rencontré un jeune kurde irakien. Et aux États-Unis, le procès très médiatisé du meurtre d'Ahmaud Arbery se poursuit. En toile de fond, le racisme. En ce moment, le jury délibère. Nous serons à Washington dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 24. On commence avec la situation aux Antilles françaises et cette crainte de nouvelles violences. Lundi soir, sur les 2 îles, des membres des forces de l'ordre ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu. Point de départ de cette crise, une contestation sociale liée à l'obligation vaccinale contre le Covid. Le Premier ministre l'a répété, il ne reviendra pas dessus pour les soignants. Un autre vaccin que celui à ARN messager va toutefois être proposé aux récalcitrants, mais la colère est visiblement plus profonde. Regardez. Comment la contestation du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale pour les soignants a-t-elle pu conduire à un tel embrasement? Sur les barrages depuis plusieurs jours, c'est une colère plus vaste qui s'exprime. On a l'impression d'être le déchet de la métropole. L'économie de l'île est-elle en berne? Certains chiffres inquiètent. Des prix plus élevés de 16,2% par rapport à l'Hexagone, alors même que l'île a un taux de chômage toujours très haut. 19,3%, plus du double du niveau national. Sur l'île, 50 000 personnes ne trouvent pas de travail. On est sur une situation économique extrêmement dégradée depuis plusieurs années et on peut dire que c'est la petite goutte qui est venue faire déborder le vase. La Guadeloupe a aussi subi un traumatisme il y a 30 ans, celui du chlordécone. Cet insecticide massivement répandu dans les bananeries. Interdit en métropole dès 1990, il a été utilisé 3 ans de plus dans les Antilles. Un produit nocif qui fait l'objet d'une plainte pénale depuis 2006. On se rend compte 30 ans plus tard que 90% de la population est contaminée et qu'il y a des taux de cancer qui sont astronomiques. Il est normal que la population locale s'interroge et se dise, au fond, quand bien même l'État vient me dire que ce vaccin est une bonne chose pour moi, je peux avoir des doutes. La défiance envers l'État symbolisée depuis longtemps par un autre dossier, celui de l'eau. Une crise interminable ponctuée de fuites et de coupures sur le réseau. En 2018, un plan d'urgence sur 2 ans a pourtant été signé à hauteur de 71 millions d'euros. Un premier pas insuffisant. Les autorités locales estiment les besoins à 800 millions d'euros. En métropole, maintenant, le chiffre fait froid dans le dos. 30 000 nouveaux cas en 24 heures. Résultat, 6 000 classes ont dû fermer. Le gouvernement annoncera de nouvelles mesures dans quelques heures. Parmi elles, il devrait y avoir l'accès à une 3e dose pour un public plus jeune. Les explications d'Aurélia Chopin. Dans ce centre de vaccination de région parisienne, 85% des injections sont des 3e doses. Il y a bien 3 doses sur 3. Principalement des personnes de plus de 65 ans, plus ou moins enclines à cette 3e injection. On n'a pas le choix. C'est pas obligatoire, mais ça revient exactement au même. Et voilà, on le fait. Dans la salle d'attente également, des moins de 65 ans souhaitent avoir leur rappel dès aujourd'hui, possible pour des raisons professionnelles. Je suis en contact quand même régulièrement avec les enfants et j'ai un vaccin de 7 mois qui date de plus de 7 mois. Donc je me dis que dans la période actuelle, c'était peut-être bien de refaire la 3e dose. En revanche, ceux qui n'ont pas encore l'âge ou les 6 mois depuis la 2e dose sont congédiés. J'ai 5 mois et demi après ma 2e dose. Et on ne peut pas me vacciner aujourd'hui, donc j'ai pris un rendez-vous au mois de décembre. Au 18 novembre, plus de 5 millions de Français avaient reçu une 3e dose. Un chiffre en constante progression, mais pas assez au goût de certaines communes qui ont décidé d'avancer l'âge de la 3e injection. Ici, à Antibes, c'est possible dès 50 ans. La proposition séduit. J'ai 50 ans. Apparemment, je suis un des premiers de cet âge-là à être vacciné. Cette stratégie pourrait devenir nationale. La Haute Autorité de Santé et le Conseil scientifique préconisent d'avancer l'âge de la 3e dose. Le gouvernement doit se prononcer demain. Je vous emmène maintenant à la rencontre de migrants d'Europe orientale. Depuis le 12 novembre dernier, la Turquie a interdit aux ressortissants syriens, irakiens et yéménites d'embarquer pour un vol direct vers la Biélorussie.
porte d'entrée pour passer en Pologne et donc en Europe. Mais certains sont prêts à tout. Ils ont trouvé d'autres moyens. Nos correspondants à Istanbul en ont rencontré un, Safa, un jeune Kurde irakien de 21 ans. Le vieux continent à n'importe quel prix. C'est un reportage de Ludovic de Foucault, Hussein Assad et Shadi Turk. Si vous allez en Europe, la police peut vous attraper et vous renvoyer en Turquie, mais pas en Irak. Alors vous pouvez essayer encore et encore et encore jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est dans la discrétion de notre bureau que Safa a accepté de nous rencontrer et de nous parler à la condition de ne pas montrer son visage. Cet étudiant en comptabilité âgé de 21 ans est originaire du Kurdistan irakien. Il est arrivé en Turquie début novembre dans l'espoir d'obtenir un visa pour la Biélorussie et de là gagner la frontière polonaise. Mais le jour où il a obtenu le document, la Turquie a décidé de suspendre les vols vers Minsk pour les ressortissants de son pays. Depuis, il cherche d'autres moyens de rejoindre l'Europe et plus précisément l'Angleterre, sa destination rêvée. J'ai un plan maintenant. Il y a des gens qui emmènent d'autres personnes en Europe. Et maintenant, je vais aller en Grèce. Comment as-tu trouvé ces gens qui vont t'aider à aller en Grèce ? Ils ont des endroits dans la ville, comme des salons de coiffure. Vous y allez pour vous faire couper les cheveux et vous parlez aux gens dans l'arrière-boutique. Ça peut aussi être un restaurant, par exemple, ou un café. Un forfait pour l'Italie en passant par la Grèce coûterait 10 000 $ selon lui. Safat dit qu'il n'y a aucun avenir pour lui en Irak, sans emploi, sans perspective, mais il n'a aucune intention de rester en Turquie, où, dit-il, il n'est pas le bienvenu à cause de ses origines kurdes. Et quand nous lui disons que beaucoup d'Européens ne veulent pas l'accueillir non plus, voilà ce qu'il répond. Ce sont juste des mots. Vous pouvez aller en Italie, par exemple. La police va vous arrêter, vous mettre en quarantaine pendant 14 jours, et après, elle vous donnera un papier, et vous êtes libre. Bien sûr, Safa a peur du voyage, de la violence des policiers grecs, mais il nous dit qu'il ne remettra les pieds en Irak que pour 2 raisons, si le gouvernement changeait ou si sa mère mourait. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es parti, quand tu lui as dit au revoir la dernière fois que tu l'as vue ? Oui, bien sûr, elle pleurait. Mais je lui ai dit, je suis désolé, je veux changer ma vie. Je vous le disais en titre aux États-Unis, en ce moment, le juge du procès du meurtre de Ahmaud Arbery délibère. Sur le banc des accusés, 3 Américains blancs, Travis Mike Michael, 35 ans, son père Gregory et leur voisin William Bryan. Ils disent avoir pris le jogger noir pour un cambrioleur. Un nouveau procès sous haute tension, teinté de racisme. Écoutez les explications. Notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Rendez-vous sous même très haute tension auquel nous assistons en ce moment dans ce petit tribunal de Glynn County, Géorgie. Beaucoup d'observateurs de la vie politique américaine considèrent que si l'affaire Arbery était sortie avant l'affaire George Floyd, dont il n'est pas la peine de rappeler le fond, c'est bien l'histoire de ce jeune Afro-Américain qui se serait imposé comme le symbole de la lutte contre les inégalités et les violences racistes aux États-Unis. Vous vous en souvenez, Ahmaud Arbery, et vous l'avez évoqué, était parti faire son jogging ce jour-là. En chemin, le jeune homme s'est arrêté tout simplement pour observer l'avancée des travaux d'une maison en construction. La maison était sous vidéosurveillance et s'est alors répandue dans le voisinage, comme c'est extrêmement courant ici aux États-Unis, la rumeur selon laquelle un garçon noir avait commis une violation de propriété privée et était reparti en courant. Il n'en a alors pas fallu beaucoup plus pour les 3 accusés que vous venez de citer, un ancien policier, son fils et un de leurs amis, pour se mettre en chasse littéralement, avec la ferme volonté d'interpeller celui qui, pour eux, sans aucun doute, était déjà un délinquant. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ahmaud a bien essayé de se débattre pour échapper aux 3 hommes armés et montés sur des pick-up, mais il a été abattu comme un chien, pour reprendre les mots de sa mère présente au procès. Les FARC ne feront bientôt plus partie de la liste noire américaine des organisations terroristes étrangères. Une décision qui intervient à la veille du 5e anniversaire des accords de paix qui ont mis fin à la guerre en Colombie. Une paix fragile car le pays est toujours divisé. Des dissidents des FARC ont repris les armes. En visite dans le pays, Antonio Guterres s'inquiète. Retour sur des décennies de conflits avec Mark Pope et Ethan Hadji. Tout commence le 27 mai 1964 dans la campagne colombienne. Un groupe de paysans, emmenés par Manuel Marulanda Vélez, repousse une offensive de l'armée contre la ville de Marquetalia,
alors considérée comme une république indépendante d'influence communiste. Les FARC sont nés. En juin 1964, nous avions déjà un programme qui a été diffusé dans toute l'opinion publique et auquel un certain nombre de mouvements révolutionnaires ont adhéré et avec lequel ils sont d'accord. Nous continuons de combattre pour ce programme. Au fil des années, l'organisation se structure, s'arme et se renforce. Les attentats et les assassinats se multiplient. Les années 80 marquent un tournant avec le début des enlèvements et du trafic de drogue pour financer la rébellion. Entre 1984 et 1991, 2 processus de paix échouent. 8 ans plus tard, le président Andrés Pastrana ouvre de nouvelles négociations. Une zone de 42 000 km² est alors démilitarisée, mais les FARC s'en servent comme base arrière. Les discussions se soldent par un nouvel échec. Manuel Marulanda, je vous ai donné ma parole et je l'ai tenue comme toujours. Mais vous avez trahi ma confiance ainsi que celle du peuple colombien tout entier. En 2002, alors que le gouvernement Uribe initie une guerre sans merci contre les FARC, l'organisation enlève la candidate à la présidentielle Ingrid Betancourt. Elle passera 6 ans en captivité dans la jungle colombienne. Mais en février 2012, les forces révolutionnaires renoncent officiellement aux enlèvements de civils contre rançon. Un pas en avant qui va permettre au gouvernement de Juan Manuel Santos de reprendre les pourparlers de paix 8 mois plus tard. Mais ce n'est que le 24 novembre 2016 qu'un accord de paix historique est signé entre les FARC et le président colombien de l'époque. Le texte a mis un terme à 5 décennies de violence qui ont fait plus de 260 000 morts, 7 millions de déplacés et 45 000 disparus. Direction maintenant l'Éthiopie, où les combats entre les forces du gouvernement et les rebelles du Front populaire de libération du Tigré se rapprochent de la capitale. La France appelle ses ressortissants à quitter le pays sans délai, l'Allemagne aussi. L'ONU évacue les familles de ces personnels étrangers. Écoutez le porte-parole de l'organisation. L'ONU a décidé de réduire sa présence en Éthiopie, en évacuant provisoirement toutes les familles de ses employés. Il est important de savoir que d'autres activités sont maintenues pour continuer de délivrer nos mandats. Nous continuons de surveiller la situation à mesure qu'elle évolue, en gardant à l'esprit qu'il faut garantir la sécurité de notre personnel et continuer à assurer nos opérations. Qui, pour reprendre la présidence d'Interpol, depuis ce mardi, l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de lutte contre la criminalité s'est réunie pour élire un nouveau président. Mais le grand favori fait déjà scandale. L'Émirati est accusé de torture. Mounia Kassem nous en dit plus. Ahmed Nasser El-Raisi sera-t-il le prochain président d'Interpol ? Le candidat émirati est pourtant pointé du doigt pour des faits de torture notamment. En France, une plainte a été déposée contre le général El-Raisi dans l'affaire de l'opposant Ahmed Mansour, placé à l'isolement depuis 4 ans. Ces 2 citoyens britanniques de passage aux Émirats affirment aussi avoir subi des sévices. Ils ont déposé plainte en Angleterre contre Ahmed El-Raisi pour détention arbitraire et torture. Pour leur avocat, l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur émirati est responsable de ces violences. Nous nous interrogeons comment quelqu'un comme le général Al-Raisi, qui est responsable en tant qu'inspecteur général des prisons et des gardiens, mais aussi des interrogatoires, comment quelqu'un comme lui peut-il devenir président d'Interpol, dont le but même est d'enquêter sur les crimes ? Interpol, c'est surtout une base de données gigantesque, une mine d'informations pour les 194 pays membres, qui émettent les fameuses notices rouges pour les personnes recherchées. Beaucoup craignent donc une utilisation abusive de ces données par des régimes autoritaires. Mais l'accès aux informations peut être en réalité restreint par les pays membres. S'il est élu, Ahmed Nasser El-Raisi n'aurait pas les pleins pouvoirs, mais son élection fragiliserait un peu plus l'institution policière. D'autant qu'il pourrait être remplacé à son poste de délégué au sein du comité par le candidat de la Chine, l'ancien policier Hu Binchen. Certaines ONG craignent que son arrivée permette à Pékin d'accroître sa répression contre les dissidents. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue. Restez sur France 24.